Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des plus grands paradoxes de l'histoire humaine. Comment des personnes vivant dans la misère, sans médecin, sans salle de sport et sans aucune connaissance en anatomie possédèrent des corps plus forts et plus résistants que la grande majorité des personnes vivant dans le confort du XXIe siècle. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie quotidienne des paysans médiévaux et découvrir pourquoi le mal de dos, qui affecte aujourd'hui des centaines de millions de personnes à travers le monde, n'existait pratiquement pas chez eux. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Imaginez un matin ordinaire dans l'Europe médiévale. Le ciel est encore sombre, teinté seulement d'une bande pâle à l'horizon est. L'air est froid, cinglant, et le silence de l'aube n'est rompu que par le chant lointain d'un coq. À l'intérieur d'une maison, aux murs de torchise et au toit de chaume, une silhouette se lève d'un mince sac de paille étendu sur le sol de terre battue. Il n'y a pas de matelas à ressort, pas d'oreiller en mousse, pas de réveil. Le corps de cet homme obéit à une horloge différente, la même qui régit le lever et le coucher du soleil. C'est un paysan, l'un des millions d'êtres humains qui, entre le 9e et le 15e siècle, formaient l'écrasante majorité de la population européenne. Les estimations historiques indiquent que les paysans représentaient entre 80 et 90% de toutes les personnes vivant sur le continent durant cette période. Ils étaient la base invisible sur laquelle reposait toute la structure féodale. Ils nourrissaient les nobles, approvisionnaient les monastères, construisaient les routes et maintenaient l'engrenage de la civilisation médiévale en marche. Et ils faisaient tout cela de leurs propres mains, de leur propre dos, de leur propre corps. Cet homme qui vient de se lever du sol ne le sait pas, mais dans quelques heures, il aura marché des kilomètres, soulevé des dizaines de kilos, tordu son tronc des centaines de fois et sera resté accroupi pendant des périodes qui feraient abandonner n'importe quel adepte moderne des salles de sport. Et pourtant, il ne ressentira probablement jamais cette douleur lombaire chronique qui conduit aujourd'hui des millions de personnes dans les cabinets médicaux chaque année. La question qui nous guide dans cette enquête est apparemment simple, mais ses implications sont profondes. Pourquoi cet homme, qui vivait dans des conditions que nous considérerions comme misérables, avait-il un corps si extraordinairement fonctionnel? Et pourquoi nous, avec toutes nos connaissances, notre technologie et notre confort, avons-nous perdu quelque chose d'aussi fondamental? Pour commencer à répondre, nous devons d'abord comprendre à quoi ressemblait la journée de ce paysan dès l'instant où il ouvrait les yeux. La journée commençait avant même l'aube. Il n'y avait pas de transport en commun, pas de charrette disponible pour tous, pas de chevaux pour l'homme ordinaire. Le cheval était un bien de grande valeur, réservé à la guerre, au transport des nobles ou tout au plus, pour tirer la charrue lourde dans les champs seigneuriaux. Pour le paysan ordinaire, le seul moyen de locomotion était le plus ancien et le plus élémentaire de tous, ses propres pieds. Ainsi, avant de commencer tout travail, il devait déjà marcher. La distance entre sa maison et les bandes de terre qu'il cultivait pouvait varier, mais il était courant de parcourir plusieurs kilomètres rien que pour arriver sur son lieu de travail. Le terrain n'était pas pavé, n'était pas plat, n'était pas prévisible. C'étaient des sentiers de terre battus qui serpentaient à travers les collines, traversaient des ruisseaux et contournaient des forêts. Chaque pas exigeait du corps une série d'ajustements automatiques qui allaient bien au-delà du simple fait de mettre un pied devant l'autre. En marchant sur un terrain irrégulier, le corps humain active un réseau complexe de muscles stabilisateurs. Les chevilles fléchissent et s'adaptent à chaque irrégularité du sol. Les genoux absorbent l'impact des petites descentes et montées. Les hanches bougent dans de multiples plans pour maintenir l'équilibre. Et la musculature profonde du tronc, ce que les spécialistes modernes appellent le corps, travaille constamment pour maintenir la colonne stable. Cette marche quotidienne fonctionnait donc comme une sorte d'échauffement complet, préparant tous les groupes musculaires au travail lourd qui allait suivre. C'était un échauffement qu'aucun entraîneur personnel n'avait besoin de prescrire, car la géographie elle-même l'imposait. Et il y avait encore un détail qui rendait cette marche encore plus significative du point de vue biomécanique. La plupart du temps, le paysan marchait pieds nus ou avec des chaussures extrêmement simples.
Les chaussures médiévales des classes les plus basses, lorsqu'elles existaient, étaient des pièces rudimentaires de cuir souple, sans talons, sans amorti, sans support de voûte plantaire. Elles n'étaient guère plus qu'une protection contre les pierres tranchantes et les épines. Cette absence de chaussures sophistiquées, qui semble à première vue être un inconvénient, avait une conséquence physiologique remarquable. Lorsque le pied humain entre en contact direct avec le sol ou avec une chaussure offrant une interférence minimale, il fonctionne exactement comme il a été conçu tout au long de millions d'années d'évolution. Les orteils s'écartent à chaque pas, agrippant le sol pour assurer la stabilité. Les muscles intrinsèques du pied, plus de 20 petits muscles qui sont normalement atrophiés à l'intérieur des chaussures modernes, sont constamment activés. Le fascia plantaire s'étire et se contracte de manière rythmique. Et le plus important, les terminaisons nerveuses de la plante du pied envoient au cerveau un flux constant d'informations sur la texture, l'inclinaison et la fermeté du terrain. Ce retour sensoriel permet au système nerveux central d'effectuer des micro-ajustements posturaux en temps réel, maintenant tout le corps aligné de manière dynamique. Comparez cela avec ce qui se passe à l'intérieur d'une chaussure moderne. La plupart des chaussures conventionnelles possèdent un certain degré d'élévation au talon qui projette le poids du corps vers l'avant, modifiant l'angle du bassin et surchargeant la région lombaire. Le pied, confiné à l'intérieur d'une structure rigide, ne peut pas s'étaler, ne peut pas s'agripper, ne peut pas ressentir. Les muscles intrinsèques s'atrophient par manque d'usage et le cerveau, privé d'informations sensorielles précises, perd progressivement la capacité de coordonner les ajustements posturaux fins qui protègent la colonne vertébrale. Le paysan médiéval, sans rien savoir de tout cela, vivait simplement les pieds libres. Et ses pieds le lui rendèrent bien en maintenant tout son corps équilibré depuis la base. Mais la marche n'était que le début. Quand le paysan arrivait au champ, le véritable travail commençait. Et c'est dans ce travail que son corps se transformait, jour après jour, saison après saison, en quelque chose que les scientifiques modernes regarderaient avec admiration. Pour comprendre l'impact physique du travail agricole médiéval, il faut d'abord comprendre ses outils, car les outils médiévaux étaient, selon les normes d'aujourd'hui, extraordinairement inefficaces. Et cette inefficacité était paradoxalement la clé de la construction de corps exceptionnellement forts. Prenons par exemple l'arère, peut-être l'outil le plus emblématique de l'agriculture médiévale. Les premiers arères utilisés en Europe, connus sous le nom d'arères en bois ou arères simples, n'étaient guère plus qu'une pièce pointue qui égratignait la surface du sol. Ils ne retournaient pas la terre, ils ne faisaient que la rayer. Pour que cette arère rudimentaire pénètre dans le sol avec une profondeur un tant soit peu suffisante, l'opérateur devait appliquer une force descendante considérable en utilisant le poids de son propre corps. Cela signifiait maintenir le tronc incliné vers l'avant, les bras tendus, l'abdomen contracté et les jambes fermement plantées au sol en poussant de toute la force des hanches. Lorsque l'arère rencontrait une racine ou une pierre, l'impact se transmettait directement aux bras et au tronc de l'opérateur, exigeant une réaction musculaire explosive pour maintenir le contrôle. Chaque passage dans le champ était un exercice pour tout le corps, et le champ entier devait être labouré, ligne par ligne, mètre par mètre. Au fil des siècles, surtout à partir du Xe siècle, la charrue, lourde à versoir, s'est généralisée, permettant de retourner la terre plus efficacement. Mais même cette avancée technologique n'a pas réduit de manière significative la demande physique. La charrue lourde exigeait des attelages de 6 à 8 bœufs pour être tirée, et le paysan qui la guidait devait la contrôler avec force et précision, ajustant constamment la profondeur et la direction. C'était un travail qui demandait non seulement de la force brute, mais aussi une coordination, motrice fine, de l'endurance musculaire et une perception aiguë du terrain. Et la charrue n'était qu'un des outils. La faux, utilisée pour faucher les céréales comme le blé, l'orge et le seigle, exigeait un type d'effort complètement différent. La faux à long manche, utilisée dans les champs les plus vastes, était maniée avec un mouvement ample et rotatif. Le faucheur plantait ses pieds au sol, faisait pivoter son tronc à partir des hanches et balançait la lame dans un arc large, coupant les tiges au ras du sol. Ce mouvement, répété des milliers de fois au cours d'une journée de récolte, activait profondément les muscles obliques de l'abdomen, les muscles érecteurs du rachis, les muscles de l'épaule et toute la musculature rotative du tronc.
C'était un mouvement qui exigeait de la technique. Une rotation mal exécutée pouvait entraîner une coupe imprécise, gaspillant des grains précieux, ou pire, une blessure à la colonne qui éloignerait le travailleur du champ, en pleine période de récolte. La nécessité d'exécuter ce mouvement de manière correcte et efficace, à maintes reprises, pendant des heures durant, créait une sorte d'entraînement involontaire qui renforçait la musculature de manière profonde et équilibrée. La faux plus petite, ou faucille, était utilisée pour des travaux plus délicats, comme la récolte des grains dans des zones plus restreintes. Elle exigeait que le paysan se courbe ou s'accroupisse près du sol, tenant les tiges d'une main tout en les coupant de l'autre. Cette position, maintenue pendant des heures, faisait travailler intensément les muscles des jambes, les fléchisseurs de la hanche et toute la musculature stabilisatrice de la colonne en position de flexion. La houe, utilisée pour sarcler et préparer les plates-bandes, exigeait un mouvement de levage et de frappe qui combinait l'extension de la hanche, la flexion du tronc et la force de préhension. Le fléau, utilisé pour battre les grains après la récolte, était une sorte de bâton articulé que le paysan balançait au-dessus de sa tête et faisait retomber avec force sur les gerbes de blé étalées au sol. Ce mouvement mobilisait les épaules, les bras, le tronc et les jambes dans une chaîne cinétique complète. Chaque outil exigeait donc un schéma de mouvement différent, et chaque schéma de mouvement activait un ensemble différent de muscles. Le résultat était que, tout au long d'une journée de travail au champ, le paysan utilisait pratiquement tous les groupes musculaires du corps, dans de multiples plans de mouvement, avec des charges variées et dans différentes amplitudes. C'était, sans que personne ne l'ait jamais planifié, un programme d'entraînement fonctionnel pour tout le corps. Mais le travail au champ n'était pas uniforme tout au long de l'année. Il changeait avec les saisons, et ce changement saisonnier introduisait une variable supplémentaire qui, du point de vue de la science de l'exercice, était extraordinairement bénéfique. Au printemps, le travail principal consistait à labourer la terre et à semer. Cela signifiait des journées entières à pousser la charrue, à marcher en ligne droite, en utilisant la force des jambes et des hanches pour maintenir la lame dans le sol. En été, l'accent se déplaçait vers la fauche. Les mouvements de rotation du tronc dominaient et les muscles obliques et rotateurs prenaient le premier rôle. En automne, la récolte exigeait des heures en position accroupie, travaillant près du sol, avec des mouvements de flexion et d'extension répétés. Et en hiver, quand les champs reposaient sous la neige ou le froid, le travail s'orientait vers des tâches comme fendre du bois, réparer les outils, réparer les clôtures et construire ou entretenir des structures. Fendre du bois, par exemple, exigeait un mouvement explosif d'élévation et de descente de la hache, combinant l'extension de la hanche, la flexion du tronc et une puissante contraction des muscles profonds du tronc pour transmettre la force du corps entier à la lame au moment de l'impact. Cette variation saisonnière signifiait qu'aucun groupe musculaire n'était surchargé de manière chronique. Tandis qu'un ensemble de muscles était intensément sollicité durant une saison, d'autres se reposaient et récupéraient. Quand la saison changeait, les muscles qui s'étaient reposés prenaient la charge principale et ceux qui avaient travaillé intensément passaient à un rôle secondaire. Ce roulement naturel prévenait l'un des principaux facteurs qui mènent aux blessures dans le monde moderne, le stress répétitif. Quand une personne exécute le même mouvement, dans la même position, avec la même charge, jour après jour, mois après mois, les tissus impliqués dans ce mouvement subissent des microtraumatismes cumulatifs qui finissent par se manifester sous forme de douleurs chroniques, de tendinite ou de lésions articulaires. Le paysan médiéval, en étant forcé par la nature à varier constamment ses mouvements, suivait par inadvertance l'un des principes les plus fondamentaux de l'entraînement physique moderne, la périodisation. L'idée que le corps a besoin de variété et de cycles de charge et de récupération pour se développer de manière équilibrée et saine. Ce que les entraîneurs d'élite prescrivent aujourd'hui comme programme d'entraînement croisé était simplement le calendrier agricole d'un homme qui n'avait jamais entendu le mot « exercice ». Et le volume total de travail était impressionnant. Pendant les périodes de récolte, qui pouvaient durer plusieurs semaines, la journée de travail s'étendait sur 14 heures ou plus. Le paysan se réveillait avant le soleil et ne s'arrêtait que lorsque la lumière naturelle ne permettait plus de voir.
La dépense énergétique quotidienne durant ces périodes était colossale. Des estimations basées sur des études de population agricole pré-industrielle suggèrent qu'un travailleur en activité intense de récolte pouvait brûler plus de 4500 calories par jour. Pour avoir une idée de ce chiffre, c'est le même niveau de dépense énergétique que l'on observe chez les athlètes professionnels lors de compétitions de haut niveau. La différence est que l'athlète s'entraîne et concourt selon des cycles planifiés avec des périodes de repos, de récupération et un support nutritionnel adéquat. Le paysan vivait simplement ainsi, jour après jour, avec une alimentation basée sur des bouillies de céréales, du pain noir, des légumes du potager et tout au plus un peu de fromage ou de lait. Le résultat physiologique de cette routine était la construction d'un type de force très spécifique. Ce n'était pas la force volumineuse et spécialisée d'un culturiste moderne, ni la force explosive d'un sprinter. C'était ce que les scientifiques du sport appellent la force fonctionnelle, la capacité de générer et de soutenir un effort dans de multiples directions, sur de longues périodes, en utilisant le corps comme une unité intégrée. Les muscles du paysan n'étaient pas développés isolément, comme cela arrive quand quelqu'un fait des flexions du biceps, le curl biceps, sur une machine de musculation. Ils se développaient en chaîne, car le travail réel exige que les muscles fonctionnent ensemble. Quand un paysan soulevait un sac de grains du sol, ce n'était pas seulement ses bras qui travaillaient. Ses pieds s'agrippaient au sol pour créer une base stable. Ses chevilles et ses genoux fléchissaient pour permettre l'accroupissement. Ses hanches généraient de la force principale du levage. Son abdomen et son dos se contractaient simultanément pour créer un cylindre rigide de protection autour de la colonne vertébrale. Et ses bras et ses épaules transmettaient cette force collective à l'objet soulevé. Chaque maillon de cette chaîne était aussi fort que nécessaire, car chaque maillon était constamment utilisé. Et c'était précisément dans ce levage de charge qu'un autre aspect fascinant se révélait. La technique utilisée par le paysan pour soulever des objets lourds était, dans de nombreux cas, remarquablement similaire à ce qui est aujourd'hui enseigné comme le soulevé de terre, le deadlift, dans les salles de musculation et les centres d'entraînement fonctionnels. Non pas parce que quelqu'un avait enseigné cette technique aux paysans, mais parce que la physique et l'autopréservation l'imposaient. Quand on doit soulever un objet très lourd du sol, le corps humain a instinctivement tendance à adopter la position la plus avantageuse mécaniquement. Accroupissement profond, colonne droite, charge proche du corps, force générée par les jambes et les hanches. Tout écart par rapport à cette position, comme courber le dos ou éloigner la charge du corps, entraîne une pression disproportionnée sur les disques intervertébraux et les ligaments lombaires. Et, pour le paysan, une blessure au dos n'était pas un inconvénient entraînant quelques jours de repos et une séance de kinésithérapie. C'était une catastrophe. Cela signifiait ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir récolter, ne plus pouvoir nourrir sa famille. Dans une économie de subsistance, où il n'y avait pas de filet de sécurité sociale, où il n'y avait pas d'assurance maladie, où il n'y avait personne pour remplacer le travailleur inapte, une blessure grave pouvait littéralement signifier la fin. La pression de la survie fonctionnait donc comme le plus rigoureux des entraîneurs. Elle enseignait la technique correcte, non par l'instruction, mais par la conséquence. Il y avait aussi les tâches qui n'impliquaient pas le champ proprement dit, mais qui étaient tout aussi exigeantes d'un point de vue physique. L'obtention de l'eau, par exemple, était un travail quotidien qui demandait un effort considérable. La plupart des maisons paysannes ne possédaient pas leur propre puits. L'eau devait être cherchée à une source, une rivière ou un puits communautaire, souvent situé à des centaines de mètres de distance. Le paysan ou, fréquemment, les femmes et les enfants de la famille marchaient jusqu'à la source d'eau, remplissaient des seaux ou des cruches en céramique et les rapportaient à la maison. Dans de nombreuses régions, on utilisait une palanche de bois sur les épaules, avec un seau suspendu à chaque extrémité. Cette palanche répartissait la charge de manière relativement symétrique, mais exigeait que le porteur maintienne une posture droite et équilibrée pendant toute la marche du retour. S'incliner d'un côté ou de l'autre entraînait un déversement d'eau, qui était une ressource trop précieuse pour être gaspillée. Ce transport d'eau était en pratique un exercice de stabilisation du corps, de renforcement des épaules et de coordination posturale qui se répétait tous les jours, parfois plus d'une fois par jour.
La préparation des aliments était une autre source d'efforts physiques constants. Le grain récolté devait être transformé en farine avant de pouvoir être utilisé pour faire du pain, la base de l'alimentation paysanne. Pour cela, on utilisait une meule à bras, une paire de pierres lourdes entre lesquelles le grain était placé et moulu par la rotation de la pierre supérieure. Tourner la meule exigeait un effort soutenu des bras, des épaules et du tronc. C'était un travail répétitif et ardu, mais qui renforçait la musculature des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire de manière continue. Avant que les moulins seigneuriaux ne deviennent plus courants et avant que les paysans ne soient obligés par le seigneur féodal d'utiliser exclusivement le moulin du seigneur moyennant le paiement d'une taxe, le broyage domestique était une tâche quotidienne qui consommait des heures. Le ramassage du bois était une autre activité indispensable. Sans bois, il n'y avait pas de feu. Sans feu, il n'y avait pas de cuisson des aliments, pas de chauffage pendant les mois froids, pas de lumière après le coucher du soleil. Le paysan ou des membres de sa famille devaient marcher jusqu'aux zones forestières, ramasser des branches, des brindilles, et quand le seigneur féodal le permettait, couper des troncs. Le bois était ensuite transporté jusqu'à la maison, souvent porté à bout de bras, sur le dos ou en fagots ficelés et équilibrés sur les épaules. Une fois transporté, le bois plus gros devait être fendu à la hache. Cet acte de fendre du bois, si simple en apparence, était en réalité un exercice explosif d'une énorme complexité biomécanique. Le mouvement commençait par l'élévation de la hache au-dessus de la tête, exigeant une extension complète des bras et des épaules. Ensuite, le tronc se fléchissait vers l'avant, avec vitesse et puissance, transmettant l'énergie accumulée dans les épaules et le corps à la lame de la hache. Les hanches s'étendaient, les jambes se raffermissaient et les abdominaux se contractaient violemment pour stabiliser la colonne à l'instant de l'impact. C'était un mouvement qui recrutait pratiquement tous les muscles du corps en une fraction de seconde, répété des dizaines ou des centaines de fois jusqu'à ce que le bois nécessaire soit prêt. Et en plus de toutes ces activités qui exigeaient effort et mouvement, il y avait quelque chose d'aussi révélateur dans la vie du paysan médiéval: la façon dont il se reposait. Car si le travail construisait la force, le repos préservait la mobilité. Et la mobilité était la clé qui maintenait tout le système en marche. Dans la maison du paysan médiéval, le mobilier était d'un extrême dépouillement. Une table simple, peut-être 1 ou 2 bancs bas, un coffre pour ranger les effets personnels et le sac de paille qui servait de lit. Il n'y avait pas de canapé, pas de fauteuil, pas de chaises rembourrées avec dossier ergonomique. Les bancs, quand ils existaient, étaient des pièces de bois rustiques d'une hauteur considérablement moindre que celle d'une chaise moderne. Les registres et les études archéologiques suggèrent que les sièges médiévaux des classes les plus basses mesuraient entre 25 et 30 cm de haut, contrairement aux 45 cm d'une chaise moderne standard. Cette différence peut paraître minime, mais ses implications biomécaniques étaient significatives. Pour s'asseoir sur un siège aussi bas et s'en relever à maintes reprises, il fallait un degré considérable de flexion des genoux et des hanches, ainsi qu'une force suffisante dans les jambes pour soutenir et contrôler le mouvement. Chaque acte de s'asseoir et de se lever était donc une variation de squat qui maintenait les articulations mobiles et les muscles des jambes actifs. Mais la majeure partie du repos ne se passait pas sur des bancs. Elle se passait au sol. La posture de repos, la plus naturelle et la plus fréquente pour le paysan, pour sa famille, et en fait pour la majeure partie de l'humanité pré-industrielle, était l'accroupissement profond, également connu sous le nom de position accroupie. Cette posture, qui est aujourd'hui enseignée dans les cours de mobilité et de yoga comme un exercice correctif, était pour eux la position de repos par défaut. Après une longue journée de travail, au lieu de se jeter dans un fauteuil, le paysan abaissait simplement son corps jusqu'à ce que ses hanches soient sous ses genoux et que ses talons restent fermement au sol. Dans cette position, le poids du corps était soutenu principalement par la structure osseuse des jambes, ce qui permettait aux muscles du dos et du tronc de se détendre presque complètement. Les hanches s'ouvraient dans une amplitude de flexion qui maintenait les tissus mous autour de l'articulation étirée et sains. Les chevilles fléchissaient profondément, préservant une dorsiflexion essentielle pour marcher, courir et s'accroupir en toute sécurité.
Et la colonne lombaire, au lieu d'être comprimée comme c'est le cas lorsque nous nous asseyons sur une chaise, recevait une traction douce qui soulageait la pression sur les disques intervertébraux. Il est important de noter que ce n'est pas une particularité du paysan européen médiéval. La position accroupie comme posture de repos et de travail était et est toujours universelle dans les sociétés pré-industrielles et dans une grande partie du monde non occidental. Dans plusieurs régions d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Océanie, des millions de personnes utilisent quotidiennement cette position pour cuisiner, socialiser, manger et travailler. Les jeunes enfants, partout dans le monde, adoptent instinctivement cette position lorsqu'ils jouent, ce qui suggère fortement que l'accroupissement profond est une posture humaine innée, un schéma moteur inscrit dans notre code biologique depuis avant, même que nous soyons une espèce. Ce qui s'est passé dans le monde occidental industrialisé, c'est que l'ubiquité de la chaise nous a privés de cette posture. La chaise, avec son siège surélevé et son dossier qui invite à la relaxation passive, a éliminé le besoin de s'accroupir. Et en éliminant le besoin, elle a aussi éliminé la capacité. Les hanches se sont enraidies, les chevilles ont perdu de l'amplitude, les muscles profonds du tronc se sont atrophiés, et la colonne est devenue vulnérable. À l'intérieur de la maison paysanne, cette interaction constante avec le sol se manifestait de multiples façons. Les repas étaient souvent pris assis par terre ou sur des bancs si bas qu'ils équivalaient presque au sol. S'asseoir les jambes croisées, en tailleur, une position qui exige une rotation externe des hanches et l'activation des muscles abdominaux pour maintenir la colonne droite, était une posture quotidienne. Le sommeil se passait sur des surfaces fermes, généralement un sac rempli de paille placé directement sur le sol de terre. Cette surface dure, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, n'était pas nécessairement préjudiciable à la colonne. Au contraire, une surface ferme encourage la colonne à trouver son alignement naturel sans s'enfoncer dans des positions asymétriques, comme c'est le cas sur des matelas excessivement mous. De plus, l'absence de lit surélevé signifiait que, chaque matin, le paysan devait se lever du sol. Un acte qui exigeait en soi de la force dans les jambes, de la mobilité dans les hanches et l'activation du corps. Et chaque soir, il devait se recoucher, contrôlant la descente jusqu'au sol. Ces mouvements, apparemment triviaux, constituaient un entraînement fonctionnel quotidien qui maintenait le corps prêt pour les exigences de la vie. Les paysannes méritent un chapitre à part dans cette histoire de la résistance physique. En plus de participer aux activités agricoles, surtout pendant les périodes critiques de semailles et de récolte, elles étaient responsables d'une série de tâches domestiques qui exigeaient un effort physique constant. Le filage de la laine et du lin était l'une des plus importantes. En utilisant des fuseaux manuels et plus tard des rouets, les femmes produisaient le fil qui serait transformé en tissu pour les vêtements de la famille. Ce travail exigeait une coordination motrice fine, de l'endurance dans les bras et les doigts, et des heures d'attention concentrée. Le tissage était une autre tâche qui demandait un effort physique, impliquant la manipulation répétitive du métier à tisser et le maintien d'une posture adéquate pendant de longues périodes. Le lavage des vêtements, fait à la main dans les rivières ou les lavoirs, était un travail exténuant qui consistait à frotter, tordre et porter des tissus trempés. Et le soin des animaux domestiques, depuis l'alimentation des poules et des porcs jusqu'à la traite des vaches, ajoutait encore des couches d'efforts physiques à une journée déjà bien remplie. Les registres historiques nous apprennent que la législation carolingienne détaillait les attentes concernant le travail féminin dans les domaines féodaux. Les femmes devaient produire du lin, de la laine, des teintures et d'autres matériaux. Ce travail n'était pas optionnel, c'était une obligation formelle. Et pour s'en acquitter, les femmes avaient besoin de corps aussi résistants que ceux des hommes. Il y avait encore un autre aspect pertinent, la composante sociale du travail. Le système féodal organisait de nombreuses activités agricoles de manière coopérative. Le labourage, la récolte et le battage étaient souvent réalisés en groupe, avec des familles travaillant côte à côte. Cette nature communautaire signifiait que les mouvements se déroulaient dans un contexte social, avec des champs de travail et un rythme collectif qui variait tout au long de la journée. Les fêtes des
Moisson comprenait des danses et des célébrations qui étaient en elles-mêmes intensément physiques et exigeaient de l'endurance cardiovasculaire et de la force dans les jambes. Et ainsi, pièce par pièce, le tableau se complète. La marche quotidienne sur des terrains irréguliers, les pieds libres et sans chaussures restrictives, construisait des pieds forts, des chevilles mobiles et une base posturale solide. Le travail avec des outils rudimentaires qui sollicitaient le corps entier sculptait une musculature fonctionnelle, équilibrée et intégrée. La variation saisonnière des activités agricoles créait une périodisation naturelle qui prévenait les blessures par efforts répétitifs et développait tous les groupes musculaires. Le repos en position accroupie et au sol maintenait la mobilité des hanches, des chevilles et de la colonne lombaire. La vie domestique, avec son mobilier bas et ses surfaces fermes, renforçait ces mêmes schémas de mouvement. Et l'absence totale de confort moderne, l'absence de chaises ergonomiques, de matelas en mousse, de chaussures avec amortis et de véhicules motorisés, obligeait le corps à rester actif, fort et flexible comme condition de base de l'existence. Le résultat de tout cela était ce que nous pouvons appeler une armure musculaire naturelle. Non pas une armure de métal comme celle des chevaliers, mais une armure de tissu vivant qui enveloppait la colonne et la protégeait de l'intérieur. Les muscles profonds de l'abdomen, les couches de muscles du dos, les obliques, les multifides, les érecteurs du rachis, le diaphragme et les muscles du plancher pelvien formaient un cylindre de protection autour des vertèbres. Quand ces muscles sont forts et fonctionnent en harmonie, ils stabilisent la colonne si efficacement que les disques intervertébraux, les ligaments et les articulations facétaires ne sont pas soumis à des stress excessifs. La colonne peut bouger librement dans toutes les directions, se fléchir, s'étendre et pivoter sans qu'aucune structure individuelle ne soit surchargée. Cette armure n'était pas construite par des séries d'abdominaux sur un tapis de gym. Elle était construite par la vie. Chaque fois que le paysan poussait la charrue, les muscles profonds s'activaient pour stabiliser la colonne contre la force de résistance du sol. Chaque fois qu'il balançait la faux, les obliques et les rotateurs se contractaient pour contrôler la torsion. Chaque fois qu'il soulevait un sac de grains, toute la musculature du tronc se coordonnait pour protéger les vertèbres. Chaque fois qu'il s'accroupissait pour se reposer, les muscles de la hanche et de la cheville maintenaient l'amplitude de mouvement nécessaire pour que l'accroupissement soit possible et confortable. Et chaque fois qu'il marchait pieds nus sur un terrain irrégulier, ses pieds envoyaient au cerveau les informations nécessaires pour maintenir tout ce système calibré et fonctionnel. La force du paysan n'était donc pas une force de salle de sport ou de compétitions athlétiques, c'était une force de survie. C'était une force qui n'avait pas de forme esthétique, qui n'apparaissait pas dans des muscles saillants et volumineux, mais qui soutenait un corps capable de travailler pendant 14 heures sous le soleil, de porter de lourdes charges sur des kilomètres en terrain accidenté, de s'accroupir et de se lever des centaines de fois par jour, et de faire tout cela, jour après jour, année après année, décennie après décennie, sans développer les douleurs chroniques qui affectent aujourd'hui la majorité de la population adulte des pays industrialisés. Et c'est ici que l'histoire change de perspective, car comprendre comment le paysan construisait son corps n'est que la moitié de la question. L'autre moitié, peut-être plus urgente, est de comprendre comment nous avons détruit le nôtre. La révolution industrielle, qui a commencé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et s'est accélérée au XIXe siècle, a radicalement transformé le rapport de l'être humain au mouvement. Les usines ont remplacé les champs. Les machines ont remplacé les outils manuels. Les travailleurs, qui se déplaçaient auparavant librement en plein air dans une variété infinie de postures et de mouvements, se sont retrouvés immobiles devant des machines répétant le même geste dans la même position pendant 10, 12 ou 14 heures par jour. La chaise, qui pour le paysan médiéval était un objet rare et presque inutile, est devenue omniprésente. Des chaises dans les usines, des chaises dans les bureaux, des chaises dans les transports, des chaises dans les maisons. L'être humain moderne s'assoit pour travailler, s'assoit pour manger, s'assoit pour se déplacer et s'assoit pour se divertir. En moyenne, un adulte dans un pays industrialisé passe entre 7 et 10 heures par jour assis. Certaines études avancent des chiffres encore plus élevés. Et c'est ici que la biologie réclame son dû.
Le corps humain n'a pas été conçu pour l'immobilité prolongée. Il a été conçu, au fil de millions d'années d'évolution, pour bouger. Lorsque nous restons assis sur une chaise pendant des heures, une cascade d'événements biomécaniques négatifs s'enclenche. Les muscles fléchisseurs de la hanche, qui en position assise sont dans un état raccourci, perdent progressivement leur élasticité et deviennent chroniquement tendus. Ce raccourcissement tire le bassin vers l'avant, créant une inclinaison antérieure qui augmente la courbure de la colonne lombaire et comprime les disques intervertébraux. Les muscles fessiers, qui sont les moteurs primaires de la hanche et les principaux stabilisateurs du bassin, deviennent inactifs en position assise et avec le temps, s'affaiblissent et perdent la capacité de s'activer correctement. Ce phénomène, que les kinésithérapeutes appellent parfois l'amnésie des fessiers ou amnésie glutéale, signifie que lorsque la personne finit par se lever et tente de marcher, de s'accroupir ou de soulever quelque chose, les fessiers ne font pas leur travail et la colonne lombaire est forcée de compenser, absorbant des charges pour lesquelles elle n'a pas été conçue. Les muscles profonds de l'abdomen, qui dans la vie active du paysan étaient là constamment engagés, se désactivent lorsque nous sommes appuyés contre le dossier d'une chaise. La colonne perd son armure musculaire et se retrouve exposée. Et les pieds, confinés dans des chaussures et posés sur des surfaces planes et uniformes, perdent leur fonction sensorielle et stabilisatrice. C'est le mécanisme qui produit ce que des centaines de millions de personnes ressentent comme un mal de dos. Ce n'est pas une maladie. Dans la plupart des cas, ce n'est pas une lésion structurelle identifiable. C'est une conséquence de la perte de fonction. C'est le résultat d'un corps qui a été conçu pour bouger dans toutes les directions, dans toutes les amplitudes, sur tous les terrains, et qui a été confiné à une position fixe, sur une chaise, dans une chaussure, dans un bureau, dans une voiture. Le mal de dos moderne n'est pas, en fin de compte, un problème de dos. C'est un problème de pieds qui ont perdu leur sensibilité. C'est un problème de chevilles qui ont perdu leur flexibilité. C'est un problème de hanches qui ont perdu leur mobilité. C'est un problème de fessiers qui ont perdu leur force. C'est un problème d'abdomen qui a perdu sa fonction stabilisatrice. Quand tous ces maillons de la chaîne échouent, la colonne lombaire se retrouve seule, sans protection, essayant désespérément de compenser les déficiences de tout le reste du corps. Et elle finit par protester. Elle proteste sous forme de douleur. Des études menées auprès de populations vivant encore dans des conditions similaires à celles des paysans médiévaux, des communautés agricoles, traditionnelles en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, corroborent cette analyse. Dans ces populations, l'incidence des douleurs lombaires chroniques est significativement plus faible que dans les pays industrialisés. L'arthrose de la hanche, une condition directement liée à la perte de mobilité articulaire, est radicalement moins commune. Et la capacité fonctionnelle des personnes âgées dans ces communautés, leur aptitude à s'accroupir, se lever, marcher et porter, reste remarquablement préservée jusqu'à un âge avancé. Le paysan médiéval nous offre donc un miroir. Non pas un miroir qui nous montre comment nous devrions vivre, car sa vie était marquée par la pauvreté, l'exploitation, la faim et une courte espérance de vie. Mais un miroir qui nous montre ce qui se passe quand le corps humain est utilisé de la manière pour laquelle il a été conçu. Cet homme n'avait aucune connaissance en biomécanique, ne savait pas ce qu'était un disque intervertébral, ne connaissait pas la fonction des muscles multifides, mais son corps fonctionnait avec une efficacité que la plupart d'entre nous ont perdue, non pas parce qu'il était génétiquement supérieur, mais parce que le monde dans lequel il vivait ne lui offrait pas l'option d'être faible. La nécessité était son entraîneur, la survie était sa motivation, et la pauvreté, ironiquement, était l'architecte de sa résilience. Quand nous regardons la modernité, nous réalisons que nous sommes face à un paradoxe remarquable. Nous avons accès à une quantité de connaissances sur le corps humain qui serait inconcevable pour n'importe qui au Moyen Âge. Nous avons des salles de sport équipées de machines sophistiquées, nous avons des applications qui surveillent chaque pas et chaque battement cardiaque, nous avons des compléments nutritionnels formulés en laboratoire, nous avons des kinésithérapeutes et des entraîneurs avec des années de formation spécialisée. Et pourtant, le mal de dos est l'une des principales plaintes de santé dans le monde industrialisé.
Nous sommes la civilisation la plus informée de l'histoire sur la façon de prendre soin de son corps et en même temps la plus touchée par des dysfonctionnements découlant du simple fait de ne pas l'utiliser. Mais il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de ce miroir médiéval. Nous n'avons pas besoin d'abandonner le confort moderne ni de recommencer à labourer les champs avec des outils rudimentaires. Mais nous pouvons réintroduire dans nos vies les schémas de mouvement que la modernité a éliminés. Nous pouvons marcher davantage sur des terrains variés avec des chaussures qui permettent à nos pieds de fonctionner. Nous pouvons pratiquer l'accroupissement profond, même quelques minutes par jour, pour préserver la mobilité des hanches et des chevilles. Nous pouvons passer du temps au sol, en nous asseyant, en nous levant, en changeant de position, rappelant au corps qu'il est capable de bien plus que de rester sur une chaise. Nous pouvons varier nos activités physiques au fil des semaines et des saisons, au lieu de répéter le même entraînement de manière monotone. Et nous pouvons, par-dessus tout, nous rappeler que le mouvement n'est pas un accessoire de la vie, quelque chose que l'on case dans 1 heure de la journée entre 2 rendez-vous, mais l'élément le plus fondamental de notre biologie, la condition de base pour que le corps humain fonctionne comme il a été conçu. L'histoire du paysan médiéval nous montre que la force n'a pas besoin d'être recherchée. Elle surgit naturellement quand le corps est mis au défi de manière variée, constante et intégrée. La mobilité n'a pas besoin d'être réapprise dans des cours spécialisés. Elle se préserve quand l'environnement ne nous permet pas de la perdre. Et la douleur n'est pas une fatalité du vieillissement ou de la génétique. C'est, dans la plupart des cas, le prix que nous payons pour un confort qui nous a immobilisés. Le paysan n'a jamais demandé à avoir un corps fort. Il n'avait tout simplement pas le choix. Nous avons le choix. Et c'est peut-être là, à la fois, notre plus grand avantage et notre plus grand défi. Leur force était un sous-produit de la misère. Notre douleur est le prix du confort. La différence est que nous, contrairement à eux, pouvons choisir comment nous voulons vivre. Et ce choix, cette conscience que le corps humain a besoin d'être utilisé pour fonctionner, est peut-être la leçon la plus précieuse qu'un voyage de plusieurs siècles dans le temps puisse nous offrir. Et en parlant de voyage dans le temps, si ce récit a éveillé votre curiosité et vous a fait réfléchir sur votre propre corps d'une manière différente, pensez à vous abonner à cette chaîne. Chaque abonnement et chaque « j'aime » nous aident à continuer de vous proposer des enquêtes documentaires comme celle-ci, plongeant dans l'histoire pour trouver des réponses qui sont encore pertinentes pour le présent. Laissez en commentaire ce que vous avez pensé en regardant ce documentaire. Partagez votre expérience ou suggérez des thèmes que vous aimeriez voir explorés dans de futurs épisodes. L'histoire a beaucoup à nous apprendre et ensemble, nous pouvons continuer ce voyage. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici.